21h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Léa, bonsoir. Bonsoir, chère Tidiane. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Le nouveau directeur de l'administration pénitentiaire installé ce matin, le colonel de gendarmerie Daouda Diop, prône la coopération, la rigueur et l'équité. Une cérémonie d'installation endeuillée par la mort subite de l'inspecteur Ousmane Faye tout juste après son discours. Vers une paralysie de l'enseignement supérieur, le SAES a déposé ce matin en préavis de grève. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur réclame la matérialisation des accords signés avec le gouvernement en mars 2015. Les conséquences de la chute du prix du baril de pétrole tardent à se faire sentir sur le terrain. La question qui se pose, où se situe le problème? Des experts se prononcent sur la question dans cette édition. Voilà le sommaire de ce journal. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le colonel de gendarmerie Daouda Diop installé à la tête de l'administration pénitentiaire. Succédant au magistrat Cheikh Tidiane Diallo, le nouveau directeur de l'administration pénitentiaire dit compter sur la coopération, la rigueur et l'humanisme du personnel. La cérémonie d'installation du colonel Daouda Diop s'est déroulée au camp pénal en présence du ministre de la Justice, maître Sidiki Kaba, Adi Atala et Tierno Laurent Mendy. Le magistrat Cheikh Tidiane Diallo, directeur sortant de l'administration pénitentiaire, atterrit au cabinet du ministre de la Justice. Le colonel de gendarmerie Daouda Diop tient les rênes. Le ministre de la Justice, venu l'installer, annonce des réformes du secteur et rappelle au nouveau la mission qui lui est assignée. Veiller de manière à ce que nous ayons une prison sécurisée, mais en même temps une prison humaine et sociable. Parce que les deux volets de l'action pénale au Sénégal, c'est le volet de la répression, mais le volet aussi de la réinsertion sociale. Et c'est ce qu'il a en charge à faire pendant le moment où il sera à la tête de la direction de l'administration pénitentiaire. L'ancien directeur, satisfait de son bilan, souhaite la coopération du personnel pour permettre à son remplaçant de relever les défis. Je saisis l'opportunité que m'offre cette cérémonie pour réitérer mes félicitations à l'endroit du nouveau directeur de l'administration pénitentiaire, le colonel Daouda Diop. Je salue ses qualités intellectuelles et morales et lui souhaite pleine réussite dans ses nouvelles fonctions. Je demande à l'ensemble du personnel de le soutenir pour la réussite de sa mission. Le colonel Daouda Diop fait de la rigueur, l'intégrité et l'équité, entre autres, son leitmotiv pour redorer le blason de l'administration pénitentiaire. Je voudrais lui assurer ici de mon engagement total à tout faire pour mériter cette confiance. Quant à vous, personnel de l'administration pénitentiaire, nous pouvons et surtout nous devons relever tous les défis majeurs auxquels cette administration fait face. Nous devons au quotidien baser toutes nos actions sur les 5 principes suivants: la rigueur, l'intégrité, le professionnalisme, l'équité et surtout l'humanisme. Des parents et amis des directeurs entrants et sortants ont tenu à honorer de leur présence la cérémonie d'installation. Une cérémonie qui a failli être gâchée par le malaise de l'inspecteur Ousmane Faye à la fin de son discours. Et puis à la suite de son malaise lors de la cérémonie d'installation du nouveau directeur de l'administration pénitentiaire, l'inspecteur Ousmane Faye a rendu l'âme après avoir été évacué par les services d'urgence. Le groupe Futur Média présente ses sincères condoléances à l'administration pénitentiaire et à la famille du défunt. Vous n'avez cessé de poser des jalons qui nous ont valu des avances significatives dans l'édification d'un corps d'élite qui porte l'estime et la considération des pouvoirs publics et des hommes épris de justice.
La nomination d'un officier de la gendarmerie à la tête de l'administration pénitentiaire, un mauvais choix selon certains. Pour Maître Sidiki Kaba, c'est un faux débat. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, ajoute que le plus important est de promouvoir le service. Nous l'écoutons. Aucun Sénégalais n'est étranger nulle part dans les fonctions que lui confie M. le Président de la République. C'est beaucoup qui ne connaissent pas l'histoire de l'administration pénitentiaire, qui a été à la fois dirigée plusieurs fois par des commissaires de police, par des gendarmes, par des militaires. Et il faudrait savoir que l'homme qui est là est un homme à la place qu'il faut, comme celui qui remplace. Et j'ai eu à montrer précisément en prévision de telles questions qu'il avait toutes les aptitudes pour le faire et il l'a fait durant toutes ces années avec la grande satisfaction. Et l'administration avance et il faut à chaque étape que des hommes soient nommés. Donc cet homme n'est en aucune façon étranger à ce corps. Le seul corps qui vaille, c'est le corps des forces de sécurité et de défense de l'État du Sénégal qui servent l'État de droit. Nous restons avec Maître Sidiki Kaba qui annonce la réhabilitation d'autres prisons et de nouvelles également pour remplacer ces prisons devenues vétustes. Il annonce également des réformes, de nouvelles réformes du secteur de l'administration pénitentiaire. Je propose de l'écouter toujours au micro d'Adi Atala. Je rappelle que la plus vieille prison que nous avons est celle de Saint-Louis, elle est de 1863. Et celle qui suit est de Sédhiou de 1920. Et la prison la plus célèbre, celle de Rebeuss, est de 1929. Cette prison qui doit avoir 600 personnes, peut-être à l'heure actuelle, à peut-être 2400. C'est énorme. Alors c'est ça qu'il faut changer. Il faut changer par la modernisation et la réhabilitation des 37 maisons pénitentiaires que nous avons. Et cela s'est fait par la construction de nouvelles prisons. Et cela est fondamental. Depuis l'indépendance, nous n'en avons pas construit. C'est pour ça que nous avons posé la première pierre de Sébikotane en ayant l'espoir que nous mènerons à bout ce projet. Et aussi, cela passe aussi par des réformes. La réforme du code pénal et du code de procédure pénale. Voilà, c'était le ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba. Un jour après le retour des vacances, le syndicat autonome de l'enseignement dépose un préavis de grève, cher Tidiane. Moustapha Sall Leya et ses camarades veulent une matérialisation des accords signés en mars 2015 avec le gouvernement du Sénégal. Ils excluent toute nouvelle négociation. Du côté des étudiants, c'est déjà l'inquiétude, comme vous allez le remarquer dans ce reportage signé Aminata Mbaresso et Yafaraba. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur exige la mise en application des accords signés en mars 2015. Ce préavis de grève, dernière chance donnée au gouvernement. On renouvelle le préavis à partir d'aujourd'hui et c'est renouvelé. D'ici le 4 février, s'il n'y a pas une matérialisation, parce qu'il n'y a pas à négocier, on a tout négocié. On a fait tout le lobbying, on a vu le Premier ministre, on a vu les députés, on a vu les ministres concernés. Là, actuellement, le gouvernement sait ce qu'il a à faire, c'est de matérialiser ces 4 points-là. S'il tient à une année universitaire apaisée, la balle est dans son camp. Dans ces accords, une revalorisation de la prise en charge médicale des enseignants, entre autres. Le premier, c'est sur la réforme des titres académiques. Le 4e point, c'est sur la prise en charge médicale qui est toujours catastrophique, où à chaque fois qu'on se présente en disant qu'on vient des universités, nous et nos familles, on est rejetés. Face à cette nouvelle menace, certains étudiants s'inquiètent. Je prendrai exemple sur nous, la FASEC, parce que nous attendons nos feuilles de second semestre, feuilles de devoir second semestre. Les résultats définitifs du premier semestre ne sont pas encore sortis. Donc ce qui veut dire que nous sommes des étudiants sacrifiés. Il peut avoir des conséquences concernant ces préavis de grève par le SAES. Parce qu'on a vu qu'à l'université, on a constaté pas mal de retard et beaucoup de retard aussi concernant les différentes facultés. Les universités publiques risquent de plonger à nouveau dans des grèves, une situation qui risque de compromettre la nouvelle année universitaire. Dans certaines facultés, les résultats des examens tardent à sortir. Ce sont des étudiants sacrifiés et ça, c'est pas normal.
Aminata Baresso, nous parlons de toute autre chose. Le prix du baril de pétrole au plus bas, il y a un mois à peine, il était fixé à $40. Aujourd'hui, il est à 37. Paradoxe au Sénégal, le prix du carburant, Léa, n'a pas évolué. D'après le pétrolier Ahmed Guissé, de nombreux facteurs sont à prendre en compte. Pour le ministère de l'Énergie, seul le chef de l'État a la responsabilité de revoir le prix du carburant. Plus d'explications avec Fatima Taba et Mohamed Tiens. Depuis quelques mois, on note une baisse progressive du prix du baril de pétrole. Aujourd'hui, il est fixé à $37. Conséquence, beaucoup de pays ont revu à la baisse leur prix du carburant. Nous assistons à une chute tendancielle. Du prix du baril de pétrole qui est aujourd'hui autour de $37 le baril. C'est vrai que c'est un fait historique. Et certains analystes même prédisent qu'une chute pourrait continuer à le faire en raison de la baisse de la demande mondiale et certainement d'autres considérations internationales. On prend la France qui dernièrement a baissé, même le gasoil est passé à moins d'€1. C'est-à-dire que même le gasoil était moins cher en France qu'au Sénégal jusqu'au 31 décembre. Au Sénégal, ce n'est pas encore le cas. Pour Ahmed Guissé, beaucoup de facteurs doivent être pris en compte. Je pense qu'il y a des contraintes au niveau de l'État. Au Sénégal, ce n'est pas parce qu'il y a une baisse du prix du baril et que c'est automatique au Sénégal. Je pense qu'il faut savoir que le Sénégal n'est pas un pays producteur de pétrole et que le pétrole joue un autre effet considérable sur le plan de l'économie, de manière générale. Et je pense qu'au niveau de l'État, des perspectives sont faites. Du côté du ministère de l'Énergie, l'on estime que la décision de revoir le prix du carburant revient au chef de l'État. Chaque pays a ses réalités, chaque pays aussi a, ses conditions pour financer ces investissements, pour financer, ces charges d'exploitation, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, l'économie que l'on fait de cela, c'est que derrière tout ça, il y a l'État du Sénégal qui a pris l'option de financer des projets prioritaires à travers les taxes. Je pense qu'il lui appartient, lui, en tant que le chef suprême, de décider le moment opportun pour opérer une baisse. Les automobilistes et autres défenseurs des consommateurs souhaitent une baisse du prix du carburant, à l'instar des pays comme le Mali ou encore la France. Et puis parlons à présent de la loi interdisant l'utilisation et l'importation des sachets plastiques de faible micronage, entrée en vigueur ce lundi 4 janvier. Pour Adams Tidjani, professeur en sciences de la Terre, le Sénégal n'est pas encore sorti de l'auberge avec l'utilisation des sachets en plastique et des gobelets en plastique également. Selon lui, le sachet en papier n'est pas la solution. Il a rencontré nos reporters Ababakar Kamara et Fatou Bintou Kanté. Dans cette nouvelle loi qui est entrée en vigueur ce 4 janvier avec la production, la détention et l'importation des sachets plastiques, les sanctions ne sont pas toujours efficaces pour ce professeur des sciences de la Terre. Jusqu'à présent, l'État n'a pas décliné les sanctions, elle a interdit les sachets en plastique. Mais je vous retourne la question en disant, c'est vrai qu'on a interdit les sachets en plastique noir, ce qu'on appelle les mousses, mais qu'en est-il des gobelets en plastique que les gens utilisent pour boire leur café dans la rue? Qu'en est-il des sachets d'eau que les gens utilisent? On interdit les uns, on laisse les autres. Finalement, est-ce que cette mesure sera vraiment efficace? Certes, ces sachets en plastique sont désormais interdits, mais l'utilisation de ceux en papier n'est pas la solution. Selon Adams Tidjani, le Sénégal n'est pas encore sorti de l'auberge. De nouveaux sachets en papier, c'est vrai que ce n'est pas une solution, sachant que pour faire des sachets en papier, si vous n'avez pas de forêt personnelle, il faut couper des arbres. Couper des arbres, tout le monde sait que l'arbre est un puits de carbone qui permet de lutter contre le réchauffement climatique. Donc finalement, vous créez un problème parce que le fait de couper des arbres, vous contribuez au réchauffement climatique, vous contribuez à la déforestation, vous contribuez à la sécheresse, vous contribuez à la raréfaction des pluies. Donc finalement, ce n'est pas une solution. La solution pour ce professeur de sciences, c'est la méthode de grand-mère, revenir à la tradition. Revenir à ce que nos grands-mères faisaient. Elles avaient des sacs en toile de jute, ou bien des paniers en oseille, ou éventuellement, aujourd'hui, les bonnes dames peuvent prendre des seaux en plastique pour aller faire leurs courses.
Donc ça, c'est peut-être la solution qui devrait être durable. Ces sachets fins et plastiques polluent l'atmosphère. Dans la seule région de Dakar, 5 tonnes de déchets plastiques sont produits tous les jours, selon le ministère de l'Environnement. Nous restons toujours sur la problématique. Léa, certains commerçants n'ont aucune idée des sanctions encourues en cas d'infraction. Selon des citoyens rencontrés, la mesure doit être plus large en interdisant également l'utilisation des gobelets en plastique. Leur réaction dans ce reportage signé Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. L'application de la loi interdisant la vente et l'importation des sachets plastiques supérieurs à 30 microns, certes saluée par les Sénégalais, mais ils souhaitent le recyclage de cette matière. Ne serait-ce que même dans notre environnement, je pense qu'il est meilleur par exemple de ne plus jeter des sachets plastiques. Mais pour les gobelets, moi je ne vois vraiment pas, ils peuvent avoir une solution. S'il y a une meilleure solution, je pense que c'est la meilleure, quoi. Normalement, si tous les vendeurs de café avaient à leur côté, par exemple, une poubelle, les gens auraient, par exemple, l'initiative de prendre ces gobelets et de les mettre dans des trucs. Et après, ce sera recyclé et tout ça, quoi. Une mobilisation qui nécessite un changement de comportement, l'engagement de tous. J'interpelle les Sénégalais pour avoir des comportements plus normaux, quoi. Je m'excuse du terme, mais nous devons être... C'est un esprit citoyen, quoi. Donc, si par exemple, nous voulons par exemple avoir par exemple un Sénégal, comme le dit le président de la République, son Excellence, Sénégal émergent, l'émergence aussi c'est la propreté. L'engagement et l'implication des autorités est aussi souhaité. Ces commerçants, pour l'heure, ne se soucient pas des sanctions. Tout ce que je sais, c'est que l'interdiction concerne les sachets de couleur noire. À part cela, j'ignore tous les détails. À mon avis, il n'y a pas de grand risque avec l'utilisation des sachets. Je ne suis qu'un revendeur, ils doivent s'attaquer aux grossistes. Le ramassage de ces sachets et l'implantation des points de collecte, un autre combat. Direction le département de Tivaouane à présent où de nombreux villages manquent encore d'eau et d'électricité. Les maires de la commune ont énuméré leurs difficultés devant l'ancien Premier ministre Aminata Touré. La conseillère spéciale du président de la République présidait la coupe du maire de Darou Khoudoss. Cheranta Diop, c'est il attire. Darou Khoudoss, dans le département de Tivaouane, accueille Mimi Touré dans l'unité. Tous les maires du département ont répondu présent, occasion saisie par le maire de Darou Khoudoss, Magour Khan, d'énumérer devant l'ancien Premier ministre une panoplie de doléances. On en a discuté vraiment longuement aujourd'hui, comme elle a passé la journée ici. On l'a appelé par des difficultés de la commune qui se trouve être le problème de l'eau. On en a parlé, comme vous le savez. Le chef-lieu de Darou Khoudoss est rationné en eau par les ICS. Et pour ce qui est des autres zones aussi, ils ont de l'eau, mais en quantité insuffisante. Pour ce qui est de l'électrification aussi, Darou Khoudoss qui compte 68 villages et plus de 50 hameaux, il y a seulement, si on doit énumérer, il n'y a pas plus de 10 villages qui sont électrifiés. Donc ça, c'est un problème. Donc elle a promis de faire part de tout ce qu'on a discuté au président de la République. Mimi Touré, l'ancien Premier ministre, de répondre que malgré les efforts consentis par le gouvernement pour doter le département de Tivaouane de nouvelles infrastructures, beaucoup reste à faire pour régler les problèmes des populations. On ne va pas avoir le triomphe modeste, mais quand même c'est la force largement majoritaire dans l'arrondissement et également même dans le département. Mais il ne faut jamais dormir sur ses lauriers, il faut continuer à discuter avec les populations et surtout porter à l'attention de ces populations les excellentes réalisations du président de la République dans le département de Tivaouane. Selon Mimi Touré, la paire est dans une excellente situation dans le département de Tivaouane. La plupart des communes sont tombées dans l'escarcelle du parti au pouvoir. Et puis à Sédhiou, l'accès à la terre pour des besoins agricoles ou à usage d'habitation préoccupe les populations. Dans la commune de Oudakar, certaines familles contrôlent des hectares de terre depuis des générations. Inquiètent les populations, ont rencontré le maire et ses conseillers. Retour sur cette rencontre avec notre correspondant Bakary Konté. L'accès à la terre, un véritable problème dans la commune de Oudoukar. Dans le programme Bonne Gouvernance, Tribune de l'élu, les femmes et les jeunes sont largement revenus sur cette question. Le grand problème ici dans la zone, c'est ce que tu viens de dire. Parce que ici même, pour vraiment avoir l'accès à la terre, vraiment, il y a ce chemin-là qu'on suit. Il faut aller demander la terre. Bon, il y a le chef de village qui est là.
aller demander. Le chef de village aussi va dire qu'il y a mes frères là, il faut qu'ils réunissent toute la famille pour donner la terre. Vraiment, on a cette difficulté. Le maire, face aux populations, avec l'appui du comité d'appui et de soutien au développement économique et social en Casamance, Casades initie des médiations. Je crois que l'accès à la terre, d'abord, c'est généralement lié à un problème de droit coutumier. Parce que tout le monde sait que la loi 1964 qui parle de terre au Sénégal a été très mal vulgarisée. Et qu'aujourd'hui, dans ces zones, les gens pensent toujours que c'est le droit coutumier qui prévaut sur les autres droits. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, pour régler des problèmes fonciers, c'est extrêmement difficile. Mais je crois qu'avec la compréhension des uns et des autres, nous y parviendrons. Surtout que nous ne sommes pas une institution judiciaire. Nous pouvons faire de la médiation, nous pouvons faire de la facilitation. Ce qui est ressorti vraiment, les questions axées sur les questions d'accès à la terre, l'accès des femmes même, est-ce que les femmes ont droit à la terre? C'est des questions qui sont ressorties. Les questions de santé, des questions d'éducation, mais les questions de gestion des ressources naturelles qui sont ressorties. Ça a été des préoccupations et des points forts qui sont ressortis dans les discussions. Casades, en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, compte multiplier ces genres d'initiatives avec les communes de la Casamance pour une bonne gestion des collectivités locales. Dégradation des relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran après les 47 exécutions de Riyad, dont celle du cheikh chiite Nimr al-Nimr. Les relations entre les deux pays sont plus que tendues. Selon le politologue Yorodia, le contrôle pour le leadership du Moyen-Orient est à l'origine de cette tension. Je propose d'écouter ses explications. Il est interrogé par Aïssatou Païfal et Modou Diop. La paix est impossible entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, mais la guerre est improbable. Et c'est pourquoi ils sont dans une sorte de guerre froide. Le premier élément de guerre froide, ça a été en Syrie. Quand le pouvoir chiite de Bachar el-Assad a failli tomber, l'Iran a demandé à ses supplétifs chiites du Hezbollah d'aller arrêter l'offensive. Donc ils ont réussi à cantonner l'offensive de l'Arabie Saoudite en Syrie. Le terrain s'est déplacé vers le Yémen. Quand il y a l'offensive des Houthis qui sont des chiites, mais l'Arabie Saoudite c'est dit trop, c'est trop. Cette fois, c'est à notre frontière. Donc on ne peut pas laisser l'Iran installer un régime chiite à nos frontières. C'est pourquoi l'Iran est intervenu militairement au Yémen. Ce qui se passe, la nouvelle donne, c'est que l'Arabie Saoudite est convaincue que l'Iran est dans une grande offensive pour redevenir la première puissance au Moyen-Orient comme avant 1979. Et parmi ces éléments, il y a le soutien à Bachar el-Assad, il y a ce qui explique le radicalisme des Saoudiens actuellement, c'est que les Saoudiens sont convaincus que les Américains, qui étaient le plus grand allié et protecteur, sont en train de se rapprocher de l'Iran. Et si cet approchement se fait, l'Iran redeviendra, comme en 1979, la plus grande puissance de la sous-région, et mais aussi le principal allié des États-Unis. Et c'est ce contexte géopolitique-là qui explique la frilosité du régime de Riyad qui a voulu donner un signe en disant nous ne le ferons pas faire. Au mot de culture gospel journée, premier album solo de Fada Freddy consacré meilleur album international par le journal français Le Parisien. Sorti en mars 2015, l'album fait un véritable tabac. Cette nomination du Parisien, qui s'ajoute à celle de l'Observatoire des Arts et de la Musique, ne laisse bien sûr pas Fada Freddy indifférent. Écoutons-le, il est au micro d'Aïssatou Paï. C'est une fierté pour moi. En tant qu'Africain, en tant que Sénégalais, de voir que le travail que je suis en train de faire à l'extérieur, donc hors de nos frontières, porte ses fruits et est reconnu. Donc je vois par là une revalorisation du Sénégalais, d'homme au Sénégal. Donc c'est aussi une responsabilité, à savoir qu'il y a encore, ce n'est que le début, donc il y a encore des choses à faire pour essayer de relever les défis par rapport au marché international. Donc je m'attelle tout le temps, tous les jours, à rechercher, en tout cas une démarche stratégique pour occuper les plateformes de distribution. L'homme de l'année, c'est une consécration de Lomart que j'accueille avec grand plaisir. À savoir que ceci veut simplement dire que homme de l'année cette année et qu'il y en aura d'autres
l'année prochaine, d'autres Sénégalais vont venir et vont occuper cette place-là. C'est réconfortant de savoir que, à chacun son tour, c'est réconfortant de savoir que les Sénégalais travaillent, que ce soit sur le plan national ou sur le plan international. En tout cas, je suis content de voir que ce soit un Wali ou que ce soit un Aladjiman ou que ce soit un Ndongo ou que ce soit même le président de la République, hein, que chacun a sa place dans le monde de l'éthique. Voilà. L'actualité internationale nous mène en Russie où la diplomatie veut jouer les bons offices dans la crise qui oppose l'Arabie Saoudite à l'Iran. En Côte d'Ivoire où un projet de grâce présidentielle pour 3100 personnes fait polémique. Mais tout d'abord, direction la Guinée où le nouveau gouvernement a été dévoilé hier lundi. Daniel Diouf. Nouveau rebondissement dans le processus électoral en République centrafricaine. Le processus a mis du temps à démarrer, repoussé à maintes reprises à cause de problèmes logistiques ou encore sécuritaires. Cette fois-ci, ce sont une vingtaine de candidats qui se sont associés pour dénoncer ce premier tour du scrutin présidentiel et législatif qu'ils ne jugent pas crédible. Ces candidats réclament l'arrêt du processus électoral et une large concertation. Parmi les motifs de contestation, des défaillances logistiques, des problèmes de fraude et d'irrégularité qui sont susceptibles de nuire à la représentativité du scrutin. Le 31 décembre dernier, le président Alassane Ouattara avait annoncé lors de son discours de fin d'année une grâce présidentielle pour quelques 3100 personnes, des propos qui ont généré une confusion sur les bénéficiaires de cette mesure. Le ministre ivoirien de la Justice précise, ce sont essentiellement des détenus de droit commun, coupables de délits mineurs ou peu graves, qui bénéficieront de cette grâce présidentielle. Les détenus récemment condamnés en assises à des peines pour atteinte à la sûreté de l'État sont exclus. Enfin, la Russie prête à servir d'intermédiaire entre Riyad et Téhéran si les deux pays le souhaitent. Moscou se dit disposé à soutenir un dialogue entre les deux pays pour trouver une issue à la crise qui les oppose. Elle précise toutefois qu'elle ne souhaiterait pas être considérée comme l'allié des chiites. La Russie ne veut pas se mettre à dos l'Arabie saoudite. Elle dit prôner l'apaisement entre les Saoudiens et les Iraniens. Les États-Unis tentent aussi de calmer cette crise qui risque de ralentir leurs efforts diplomatiques. Washington qui espérait pouvoir avancer avec les deux pays sur le dossier syrien, un conflit dans lequel Téhéran et Riyad ont des intérêts divergents. C'était le dernier élément de ce journal. Merci Léa. Merci à toi, chère Tidiane. L'actualité revient à 0h avec le tout en images. Mais en attendant, on vous laisse avec Zeyna pour la suite de la permanence. Zeyna, bonsoir. Bonsoir, chère Tidiane. Bonsoir, Léa. Bonsoir, Zeyna. La suite, c'est dans un instant.